Bienvenue dans notre podcast dédié aux partenaires de la gestion de patrimoine, la série où nous explorons les coulisses de Bonjour Patrimoine, votre allié de confiance pour une stratégie financière éclairée. Au fil de cette série, nous aurons l'occasion d'explorer les histoires captivantes, les stratégies inédites et les conseils éclairés de nos partenaires. Préparez-vous à un voyage passionnant au cœur de la réussite financière. C'est parti! Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Paul Blondel, responsable commercial France Vallée. Paul, bonjour. Bonjour Philippe. Comment tu vas aujourd'hui? Très bien, je te remercie. Cool. Dans ces beaux studios. C'est ton premier podcast? C'est le premier. Ouais. Top. Écoute, ravi en tout cas d'être là pour ton premier podcast. Qu'est-ce que France Vallée? Qu'est-ce que vous faites chez France Vallée? Alors nous, France Vallée, on est une société de gestion agréée par l'AMF. Et on a une particularité, c'est que nous, on pourrait investir dans des actions, dans des obligations, du private equity ou d'autres types d'investissements. Mais nous, notre particularité, c'est qu'on investit dans les actifs naturels, la forêt et l'actif viticole en Champagne. Ok. Voilà. Et les forêts françaises et européennes. Donc forêt française, européenne. Exactement. Et plutôt ciblé sur le Champagne. Top. Pourquoi cette spécificité d'ailleurs sur le Champagne? Sur le Champagne, ouais. On investit sur le Champagne, parce que c'est un secteur qu'on connaît bien chez France Vallée. Okay. Donc c'est le prérequis à chaque investissement. Et après, le Champagne a plein de vertus que d'autres types de viticoles n'ont pas forcément. Donc on pourra en parler. Vas-y. J'en parle maintenant. Ouais, go. Y a pas... Bon, super. Non, le Champagne, c'est intéressant parce qu'il y a un monopole sur la Champagne. Souvent, quand on cherche un type d'investissement, c'est pareil sur la forêt, on cherche des actifs qui sont cantonnés. Parce qu'évidemment, quand il y a un cantonnement sur les actifs, il y a parfois une demande qui est supérieure. Alors juste, tu peux préciser peut-être pour nos auditeurs, c'est quoi un cantonnement? Ça veut dire que la Champagne, on est sur 30 000 hectares. Okay. C'est le vin le plus connu dans le monde, le Champagne. C'est un facteur de luxe. Et finalement, c'est 30 000 hectares, un petit peu plus de 30 000 hectares. Et avec ces 30 000 hectares, ça va inonder le marché. Et du coup, il y a une demande qui est supérieure à l'offre. Donc ça peut tirer aussi les prix vers le haut. Et puis en Champagne, il y a des principes qui sont assez intéressants. Quand on achète en Champagne, on achète les vignes occupées pour laisser les exploitants locaux en place. On ne fait pas de champagne chez France Vallée. Vous ne produisez pas. Exactement. Et on met en place en fait ce qu'on appelle un bail à métayage. Et le bail à métayage, on est payé non pas en euros, mais on est payé un tiers de la récolte. Et on va revendre la récolte finalement aux coopératives viticoles, qui vont ensuite vendre les grappes de raisin aux grandes maisons. Donc nous, notre risque, finalement, il s'arrête au moment de la vente de notre grappe de champagne. Oui, donc assez court en fait. Exactement. Et puis en fait, ce qui est intéressant en termes de gestion du risque en Champagne, c'est que tous les ans, il y a un arrêté préfectoral qui fixe le nombre de kilos de raisin qui pourront être produits à l'hectare. Donc l'année dernière, c'était 11 400 kilos de raisin à l'hectare. Si en Champagne, on produit 12 000 kilos de raisin à l'hectare, les champenois ne sont pas fous, les 600 supplémentaires, ils ne vont pas les jeter. Ils cultivent cette rareté, et c'est ça qui est intéressant en Champagne. Ils cultivent cette rareté, et en fait, ils les mettent dans des cuves thermorégulées, c'est leur réserve individuelle. Les très bonnes années, ils remplissent leurs cuves. Les moins bonnes années, ils utilisent ce qu'il y a dans les cuves. Ce qui fait que c'est un peu une garantie. Il n'y a pas d'assurance en Champagne, mais c'est un peu notre assurance en Champagne. Donc voilà, donc c'est ce qu'on aime bien en termes de gestion du risque. Et puis en Champagne, il ne faut pas oublier que c'est une mutualisation du risque, parce que c'est pas, par exemple, moi j'habite à côté de Bordeaux, on n'investit pas sur un domaine qui produit son vin l'année en cours. En Champagne, c'est une mutualisation de secteurs différents et d'années différentes, sauf millésime. Donc en termes de gestion du risque, c'est assez intéressant. Puis comme je l'ai dit, ils cultivent leur rareté. Il y a un monopole sur la Champagne qui est assez intéressant. Il y a une fluctuation des prix qui est moindre. Par exemple, si on prend le Pauillac, si je ne dis pas de bêtises, si on avait investi dans le Pauillac il y a 30 ans, on a fait x6, donc c'est un peu de jackpot. Si on était allé dans le Sauternay, je sais pas, le vin blanc, c'est un peu passé de mode. Alors, et en moyenne, ça a perdu à peu près 86% de sa valeur. Donc en fait, faut quand même cibler. Du coup, donc c'est par exemple, donc ça c'est dans le Bordelais. Dans le Champagne, il y a des écarts, il y a moins d'écart de prix que dans d'autres types de viticoles. Et donc c'est ce qui est intéressant. Il y a moins d'écart de prix et moins de volatilité. C'est ce qui nous intéresse. Mais du coup, c'est quoi un peu la performance qu'on peut espérer sur des investissements en GFV Champagne, en tout cas dans le Champagne, on peut espérer quoi comme type de performance?
Alors la performance, on est sur un actif naturel, hein, donc je ne vais pas vous sortir des performances. Des chiffres s'il y a des auditeurs qui attendent des performances à 2 chiffres, ils vont arrêter le podcast. Restez, hein. Il y a quand même d'autres sujets. Mais c'est super intéressant en termes de décorrélation. Et la performance attendue, c'est à peu près 1%, 1,5% de revalorisation de prix de part et environ 0,5, 1% suivant les années de distribution. Et après, c'est le petit investissement plaisir aussi. Parce que derrière, son dividende, quand on touche son dividende, on peut ensuite le convertir entre guillemets en caisse de champagne. Donc en septembre, octobre, tous ceux qui ont investi dans nos fonds reçoivent un bon de commande du fait qu'ils soient propriétaires, qu'ils fassent partie du club des propriétaires champenois de France Vallée, et du coup ils reçoivent un bon de commande avec les caisses de champagne qu'ils peuvent commander, donc ils peuvent transformer leurs dividendes en caisse de champagne pour Noël. Donc il y en a qui c'est un actif liquide. Exactement. Donc il y a des adeptes. On reviendra sur cette notion de liquidité d'ailleurs. Mais ça, c'est intéressant. Donc c'est très intéressant. C'est par rapport à notre activité, évidemment c'est une plus petite partie de notre activité. Ça représente environ 5% de notre collecte, tout simplement parce que c'est 30 000 hectares. Et on échange 150 hectares sur le marché chaque année. Et c'est surtout familial, quoi. C'est des échanges familiales suite à des successions, etc. Donc nous, on achète environ 4-8 hectares par an, ça dépend, mais voilà. Ça reste quand même à la marge dans votre activité globale. Exactement. Donc vous êtes plus orienté forêt. Notre spécificité, c'est la forêt, tout à fait. Très clair, bon, merci, on a démarré un petit peu sur Champagne, là, c'était intéressant, mais... Tu m'avais dit on parlera que de la forêt. Exactement, finalement, commencer par le Champagne. Bon, très bien. Donc sur la forêt, aujourd'hui, quelques chiffres, tu me laisses, tu m'interromps si je me trompe, mais c'est des chiffres que j'ai été chercher, donc je pense pas trop faux. 4,2 milliards d'euros d'actifs gérés chez France Vallée. Bon, ça commence à être sérieux, très sérieux. 42 000 hectares de forêt, 350 forêts, 17 000 clients investisseurs. Donc France Vallée, dans le positionnement par rapport à une offre GFF, GFV, vous êtes leader de votre marché aujourd'hui ? Sur le marché de l'investissement forestier, on est clairement le leader. On est le premier investisseur forestier français cette année, l'année dernière. Donc on est leader sur ce marché et sur le marché des GFI, parce qu'on va plutôt parler de GFI parce que le GFF c'était des véhicules fermés finalement. Alors est-ce que tu peux préciser un petit peu, parce que c'est vrai qu'il y a différents types de véhicules, GFI, GFF. Là, quand on va investir en France, on va investir sur des GFI. Ça permet de faire offre au public et de commercialiser à grande échelle un fonds. Par exemple, sur un GFV, pour ceux qui font du GFV, c'est limité en termes de commercialisation à 150 investisseurs par fonds, etc. Donc voilà, le GFI, ça permet de commercialiser à grande échelle. Un GFV ne fait pas offre au public. Donc c'est la grande différence, mais qui est très importante, notamment en termes de liquidité. Ok. Alors, si on rentre un petit peu dans le vif du sujet de l'investissement forestier, pourquoi aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'importance de l'investissement forestier dans un contexte actuel et quel est l'intérêt en fait pour le client final ? C'est vrai qu'on parlait peu finalement de cet investissement il y a encore quelques années, parce que c'est pas à la portée de tout le monde. Si on souhaite s'acheter sa propre forêt, ça coûte tout de suite quelques millions d'euros, etc. Donc généralement, si on investit quelques millions d'euros, on a d'autres choses dans son portefeuille. C'est une classe d'actifs qui n'est pas accessible à tout le monde. Et même si on peut mettre 10 millions dans une forêt, il faut trouver la bonne forêt, et la bonne forêt qui va être performante. Donc aujourd'hui, le but, c'était de démocratiser cette classe d'actifs à partir de 1 000 euros. Et c'est intéressant en termes de décorrélation, parce que c'est pas du tout corrélé, on va en reparler, mais c'est pas du tout corrélé au marché de l'immobilier, au marché des actions, des obligations, du private equity ou d'autres types d'investissements. Donc ça permet de décorréler. On ne va pas investir 50% de son patrimoine dans la forêt, mais détenir une petite partie de son patrimoine en actifs forestiers. Finalement, j'aime bien dire ça, mais nos arrière-parents, nos grands-parents, etc., avaient tous quelques lopins de terre ou quelques parcelles de forêt. Ça, c'est de par l'histoire de la France, ça s'est un peu finalement estompé. Mais aujourd'hui, on souhaite replacer cet actif au cœur de
l'investissement des particuliers. Donc en termes de décorrélation, c'est intéressant. On va le voir après, il y a pas mal de vertus d'un point de vue économique, écologique, on va rediscuter social. Et aussi, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est quand même que le bois, c'est de la matière première, c'est une source d'énergie. Et l'année dernière, où on a eu de l'inflation, les années d'inflation, on se rend compte que nos fonds performent assez bien parce que, évidemment, ça permet d'avoir un petit rempart contre cette inflation. Parce que l'inflation, il y a l'inflation corps, mais l'inflation qui est volatile, elle est surtout tirée par les matières premières et l'énergie. Le bois est de la matière première et de l'énergie qui plus est biosourcée. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Ok, donc ce que tu nous dis, ce que tu dis un petit peu à nos auditeurs, c'est que ces actifs forestiers, ils sont assez corrélés à l'inflation, en réalité. Les actifs, oui, si on regarde sur le long terme, c'est assez corrélé à l'inflation, tout simplement parce que le bois, c'est de la matière première. Ok. Ok. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce que tu nous disais, les avantages un peu économiques ou écologiques de l'investissement en forêt? Ouais, la forêt, c'est redevenu finalement un actif stratégique d'un point de vue économique. Premièrement, d'un point de vue économique, par exemple, ça a plein de vertus, mais aujourd'hui, si je suis, par exemple, promoteur immobilier, que je veux respecter la RT 2020 qui dit moins 30% d'émissions de carbone à horizon 2030, de toute façon, dans mes constructions, on voit qu'il y a une quote-part bois qui est de plus en plus importante. Donc évidemment, il y a une demande qui ne cesse d'augmenter pour du bois construction. Par exemple, tout ce qu'on est capable de faire aussi avec la pétrochimie, aujourd'hui le textile. Là, j'ai un iPhone devant moi, enfin pardon pour la pub, j'ai un smartphone devant moi. On ne fait pas de placement de produits, mais... au montage. Non, j'ai un smartphone devant moi. On est capable de faire des écrans tactiles avec de la cellulose de bois. Donc il y a pas mal d'applications comme ça. Aujourd'hui, on est capable de faire plein de choses avec le produit bois et c'est intéressant d'un point de vue économique. Donc voilà, par exemple, moi j'habite à côté de Bordeaux. Et à Bordeaux, il y a la première tour qui s'est construite en bois, qui fait plus de 50 mètres de haut. Et il y a une deuxième tour là qui est en construction. Donc c'est intéressant. Aujourd'hui, on est capable de faire du bois solide, de faire des constructions avec plus de 60% de bois. Donc c'est quand même intéressant. Aujourd'hui, on veut aller sur la décarbonisation de l'économie, d'incorporer une cote par bois dans ces constructions. Évidemment, à la place du béton ou de l'acier, ça permet de réduire. Là, l'étude qui était sortie, c'est que ça avait permis de réduire 30%. La construction en termes d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à une construction qui aurait été faite avec de l'acier ou du béton. Donc c'est quand même intéressant de ce point de vue-là, d'un point de vue économique. Donc la demande ne cesse d'augmenter. Et puis face à ça, c'est ce qu'on disait en introduction, c'est ce qu'on aime bien, c'est que c'est un actif qui est cantonné, et cantonné d'un point de vue temporel, parce qu'il faut du temps pour que la forêt pousse, et puis aussi cantonné d'un point de vue géographique, parce qu'on ne va pas planter des arbres partout. Donc voilà, donc on a une classe d'actifs qui est cantonnée et une demande qui ne cesse d'augmenter. Et puis évidemment, d'un point de vue écologique, aujourd'hui, c'est un enjeu important. Ça permet, on sait tous qu'en forêt, il y a un microclimat, il fait plus chaud en hiver et plus frais l'été. Ça permet de tempérer le climat. Ça héberge plus de 70% de la biodiversité sur Terre. Donc c'est intéressant de tous ces points de vue. Évidemment, écologique, on pourrait en parler de très longues minutes, mais voilà, c'est vraiment intéressant. Ah ouais, Et ce qu'on oublie aussi, excuse-moi de te couper la parole, mais ce qu'on oublie, c'est que, alors j'ai plus le chiffre exact, mais la filière forêt et bois, c'est environ 440 000 emplois. D'accord. De Mont-Laval, du scieur, etc., aux gestionnaires forestiers, en passant par ceux qui travaillent dans le magasin d'ameublement. C'est à peu près 440 000 emplois. C'est plus que la filière automobile. Donc c'est quand même une filière qui est dynamique. Ok. C'est super intéressant ces chiffres-là, ces stats, c'est très cool. Effectivement, il faut quand même produire derrière. Et c'est vrai que il faut planter, il faut du temps. Enfin, ça se fait pas. J'entends et c'est très intéressant l'ensemble des besoins. Et puis c'est vrai qu'on est dans cette dynamique-là très clairement. Mais aujourd'hui, c'est quoi la dynamique de la production de bois en fait? Parce que il y a les forêts existantes, on achète des forêts, on plante des arbres, mais c'est quoi à peu près la durée moyenne entre le moment où on plante et le moment où on peut exploiter vraiment? Ça va dépendre des essences. Ça va dépendre des essences, des sols, des zones géographiques. Un chêne, si on veut, chez France Vallée, on va éviter de couper, de prélever un chêne avant 120 ans, par exemple. Du Douglas, du résineux, ça peut être à 60-65 ans.
Donc ça dépend vraiment des essences. Des essences, et puis évidemment en Irlande, par exemple, on peut avoir un accroissement naturel qui peut être plus important parce qu'il pleut plus, donc évidemment c'est du résineux, ça pousse plus rapidement. Donc ça dépend vraiment des zones géographiques, des essences. Donc voilà, il n'y a pas de règle, mais sur du chêne, on va le prélever à partir de 120 ans, sauf tout le boulot du gestionnaire forestier, c'est de gérer la lumière. Donc ce qu'il va faire, c'est que quand on va faire des prélèvements sur des chênes, il y a des chênes qu'on va couper, qu'on va prélever de manière plus tôt pour laisser les plus beaux arbres pousser et faire du bois de charpente, de la tonnellerie, etc. On fait vraiment une sélection de bois d'avenir, ça s'appelle. Ok. Voilà. C'est ce qui est vraiment intéressant. Et d'un point de vue écologique, c'est aussi intéressant d'aller sur ce type de bois d'avenir et de bonne qualité, parce que derrière, nous, la grande majorité de ce qu'on fait, plus de 75%, ça va être du bois d'œuvre. Et ça, c'est intéressant parce que derrière, c'est pas grâce à France Vallée qu'on va capter, qu'on va séquestrer plus de carbone, parce que la forêt était là avant. Mais par contre, si on entretient bien les forêts, qu'on les gère bien, derrière, si c'est pour faire du bois d'œuvre, le carbone qui aura été séquestré va être aussi stocké pendant X années suivant son utilisation. Si c'est pour faire que du bois énergie, derrière, le carbone va être émis dans l'atmosphère une fois qu'on va le brûler. Donc on estime le bilan carbone à nul, quoi. Ouais, alors que par exemple, au moment où Notre-Dame, la charbonne de Notre-Dame a brûlé, il y avait autant de carbone que lors de la construction. Donc c'est hyper intéressant, ça permet finalement de séquestrer pour que les arbres poussent finalement et de stocker le carbone pendant X années suivant son utilisation. Donc plus on tend vers du bois de qualité pour faire de la charpente, de la tonnellerie, etc., de l'ébénisterie, et plus on va stocker le carbone longtemps. Ok. Donc, en termes... Cool, merci. C'est super intéressant. Aujourd'hui, France Vallée, les forêts, tu nous disais tout à l'heure un petit peu à l'introduction, c'est marché français, marché européen. Ouais. Aujourd'hui. Comment ça se passe, la répartition aujourd'hui de votre portefeuille de forêt et même un peu plus globalement, je dirais, de la stratégie d'investissement Ouais. Alors, nous, c'est assez simple. Au départ, on n'était présent que sur le marché français pour commencer. Okay. Aujourd'hui, on détient à peu près 3/4 de nos forêts en termes de surface, en termes de superficie. On détient 3/4 de nos forêts en France, donc environ 30 000 hectares et environ 10 000 hectares en Europe. C'est à peu près la répartition aujourd'hui. L'Europe va finalement, très certainement, dans les années à venir, dépasser la France en termes d'investissement, tout simplement parce que, si je peux parler comme ça, mais le terrain de jeu est beaucoup plus important en Europe qu'en France. Si je prends quelques chiffres, la forêt française, c'est 30%, 31% de la surface de la France, c'est 17 millions d'hectares. Okay. D'accord. Sur ces 17 millions d'hectares, 3/4 est privé et 1/4 est public. Donc c'est des forêts domaniales, communales, dans lesquelles on peut aller se promener, ramasser ses champignons, etc. en famille le week-end. Et 3/4 donc privé, donc 3/4 de 17 millions, si on fait un calcul, ça fait à peu près 12,5 millions d'hectares, et ça c'est détenu par environ 3,3 millions de propriétaires privés. Si on fait une division, ça fait que chacun détient 4 hectares. Et alors nous, les forêts de 4 hectares, c'est pas forcément des forêts qui vont nous intéresser. On va regarder des forêts à partir de 50 hectares. Alors on peut acheter une forêt de 30 hectares, 40 hectares, je dis pas non, mais on va pas aller acheter une forêt de 10 hectares à l'autre bout de la France où on n'a aucun investissement. Donc le marché français est assez morcelé. Donc finalement, il y a eu un peu plus de 2 milliards d'euros de transactions en 2022 sur le marché français. Sur ces 2 milliards, il y a à peu près 500 millions en gros qui est sur notre marché cible. Nous, l'année dernière, on a investi un peu plus de 130 millions d'euros en France. En valeur absolue, on ne peut pas faire plus. Donc voilà, donc d'aller en Europe, ça nous permet, là on passe à 178 millions d'hectares. Donc le terrain de jeu est beaucoup plus grand. On parlera des risques tout à l'heure. Mais pour l'instant, on n'est pas présent sur le pourtour méditerranéen en France. C'est pareil en Europe pour les risques qu'on imagine.
précises un petit peu parce que pour les risques qu'on imagine. Pour les risques, qu'est-ce qu'on imagine? Pour les risques climatiques, je parlerai des risques après. Oui, parce que c'est souvent, j'intercepte ça, mais c'est souvent, c'est vrai, une objection qu'on a de nos clients très vite. Si jamais ça brûle, bref, on y reviendra. Et il faut absolument en parler. Il faut absolument en parler quand on propose la solution, parce que il n'y a pas une semaine ou un mois sans qu'il y ait un article sur les forêts qui sont en mauvais état, qui brûlent, les tempêtes. Sinon, on n'entend que des catastrophes. Donc, on en parlera. On va en discuter un petit moment. C'est super intéressant. Mais donc, du coup, c'est pour ça aussi qu'on va en Europe. Et en termes de gestion d'actifs, c'est très intéressant d'aller en Europe parce que on est une société de gestion avant tout. Donc, d'aller en Europe, ça nous permet de finalement diversifier la typologie de nos actifs, les climats, les sols, les essences. Donc c'est intéressant quand on va acheter une forêt, on va regarder si les essences ont des débouchés dans la zone géographique où on va acheter la forêt. Donc par exemple, on va pas forcément acheter des forêts de bouleaux en France. Il n'y a pas forcément de débouchés. Par contre, dans les pays du Nord, en Suède ou en Finlande, ça fait des bois ça pousse plus lentement comme il fait plus froid, donc ça fait des bois plus denses qui poussent plus lentement, donc ça peut être bien pour de l'ameublement, un peu de construction, etc. Donc en fait, ça nous permet aussi de diversifier nos essences, nos climats, nos sols. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est présent en France, c'est le premier marché et qu'on connaît extrêmement bien. Et aujourd'hui on est présent dans 9 autres pays, donc on est présent, si je fais le détail un peu, dans les pays la Suède, la Finlande, les 3 pays baltes, la Slovaquie. On a acheté notre première forêt l'année dernière en Slovaquie, notre première forêt aussi en Allemagne l'année dernière. On est présent en Irlande, en Roumanie et en France. Ah oui, donc un beau panel. Exactement. Belle diversification. Aujourd'hui, on est la seule société de gestion à proposer finalement en investissement forestier une telle diversification européenne. Dans les années à venir, c'est quelque chose que vous allez développer de plus en plus ou vous allez rester sur la répartition actuelle à peu près entre le patrimoine français et le patrimoine européen? Comme je te disais, en valeur absolue, et comme notre collecte augmente aussi, il y a de plus en plus de demandes de la part de nos partenaires et des clients finaux. Donc en valeur, c'est sûr qu'en Europe, on a 178 millions d'hectares. Alors il y a une partie qui est publique où il n'y a pas de marché non plus. En Pologne, on ne peut pas acheter de forêt. 75% de la superficie est publique et dès qu'il y a une parcelle qui est en vente, l'État préempte. Donc il y a des pays dans lesquels on peut pas aller, mais c'est sûr qu'en valeur absolue, on peut potentiellement acheter beaucoup plus en Europe qu'en France. Encore faut-il bien avoir pénétré le marché, le connaître et bien investir, mais oui, donc en valeur absolue, c'est possible que l'Europe dépasse la France mécaniquement, de toute façon. Ok. Et c'est juste c'est une question là qui m'amène. Vous avez des concurrents au niveau européen? Parce qu'au niveau français, tu me disais que vous étiez leader clairement du marché, mais au niveau européen, il y a d'autres sociétés qui ont à peu près le même... auquel vous vous retrouvez en concurrence sur les deals ou... De toute façon, même sur la France, on se retrouve en concurrence sur les deals. On se retrouve en concurrence face généralement à la Caisse des dépôts, la société forestière, enfin la société forestière, donc la Caisse des dépôts, l'État. À l'achat, on peut se retrouver face à eux. On peut se retrouver face à d'autres concurrents. Aujourd'hui, il y a d'autres sociétés de gestion qui se sont mis sur le marché parce que la construction du fonds est exactement la même qu'une SCPI. Alors, on n'achète pas les mêmes choses, mais la construction du fonds est exactement la même. Donc, si on s'est fait entre guillemets une SCPI, après, il faut savoir acheter les actifs à bon prix, etc., avoir la connaissance. Mais voilà, donc on a quelques concurrents sur le marché français. Et il y a aussi à l'achat, il y a aussi des particuliers qui investissent, et on va en parler tout à l'heure aussi. Il y a, en termes d'avantages fiscaux, il y a un abattement de 75% sur les droits de transmission. Donc le particulier qui veut s'acheter sa forêt, il peut parfois surpayer une forêt un petit peu plus chère. Nous, on ne peut pas y aller parce que si la forêt allait acheter 20% plus cher que le prix de marché, derrière, nos investisseurs dans le fond, ils feraient un petit peu la tête. Donc voilà, donc sur le marché français, on a des concurrents à l'achat et qui sont de plus en plus... je ne vais pas dire qu'ils sont de plus en plus nombreux, mais il y a les particuliers, il y a maintenant des banques, des assureurs aussi qui se mettent sur le marché. Donc pour leurs fonds propres. Pour leurs fonds propres, qui peuvent être des concurrents à l'achat. Donc il y a vraiment une demande, il y a vraiment de plus en plus de demandes sur cette classe d'actifs. Ça montre qu'il y a un fort engouement sur la classe d'actifs. Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on travaille avec à peu près 70
70 gestionnaires forestiers, gestionnaires, experts forestiers en France et en Europe. Et en fait, c'est eux, parce que surtout le marché français, c'est un marché de bouche à oreille et c'est eux qui vont nous sourcer les dossiers parce que quand ils travaillent pour nous, ils travaillent pour d'autres propriétaires forestiers, gestionnaires. Et s'ils ont un propriétaire forestier qui vend sa parcelle, ils ont plutôt tendance à nous passer l'information. Parce que si c'est une forêt qui nous intéresse, on va potentiellement se positionner à l'achat et on va le laisser continuer à gérer la forêt. Donc c'est un peu une situation win-win qui est intéressante. Donc 75% de nos acquisitions sont comme ça, en off-market, bouche-oreille. Le reste, c'est des appels d'offres. Mais voilà, c'est ça notre grosse force chez France Vallée. C'est qu'on est au courant quand même d'un nombre de dossiers. Et plus on est important, plus on est au courant de tout ce qui se passe sur le marché. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup de dossiers. Et c'est important, c'est assez intéressant pour se fixer une réelle idée sur les prix d'acquisition, etc. Ok. Tout à l'heure, j'ai donné un petit peu le montant des encours en gestion, mais vous collectez combien? C'est quoi la dynamique à peu près de France Vallée? Nous, France Vallée, l'année dernière, on a collecté 210 millions d'euros. D'accord. Voilà, donc 95% en forêt, 5% en Champagne. Ce que tu disais tout à l'heure. Voilà, l'année d'avant, on était à 200 millions et l'année d'avant, un petit peu en dessous environ 150 millions d'euros. Donc on est en forte, vous avez une bonne croissance de collecte. En forte croissance de collecte, mais voilà, c'est à peu près les chiffres. Comment tu l'expliques, ça, justement, cette dynamique de croissance de collecte? Par tout le travail qui a été fait. Alors moi je suis chez France Vallée depuis 1 an et demi, mais par tout le travail qui a été fait avant ça, en amont, parce que pour faire connaître cette classe d'actifs, moi aujourd'hui quand je fais des rendez-vous avec nos partenaires, qu'on présente la classe d'actifs, etc., il y en a encore beaucoup qui ne savent pas que c'est possible d'investir dans la forêt. Là c'est toi qui vas plus me le dire, mais je pense que quand vous proposez cette classe d'actifs aux clients particuliers, il ne sait pas forcément que c'est possible d'investir à partir de quelques milliers d'euros, d'acheter des parts de forêt, autant que les parts de SCPI, c'est rentré dans les mœurs, tout le monde connaît, mais des parts de GFI, c'est pas du tout aussi connu. Donc c'est tout le travail qui a été fait d'explication, de pédagogie auprès de nos partenaires, qui l'expliquent aussi à leurs clients. Plus on en parle, évidemment, plus la demande est forte. Et puis on est sur une classe d'actifs, comme je le disais, stratégique et qui intéresse de plus en plus les particuliers. Ok. Ceci explique cela. Aussi, quand on regarde un petit peu les prix évoluer du prix de l'hectare, on voit quand même qu'il y a une belle croissance sur les 10, 20, 30 dernières années. C'est un actif qui se revalorise. Enfin, quand on regarde les courbes, c'est quand même de plus en plus cher. C'est de plus en plus cher. Ça prend à peu près depuis 30 ans sur les forêts de plus de 50 hectares. C'est à peu près 4%, 4,5% par an. Okay. De hausse du prix de l'hectare. De hausse du prix de l'hectare. De revalorisation. Exactement. Et du coup, ça m'amène... Sur les forêts françaises, je parle. Ah, ok. C'est-à-dire qu'au niveau européen, on n'est pas forcément sur les mêmes stats. Okay. Et du coup, ça m'amène à une question. Aujourd'hui, comment est construite la performance d'un fonds chez vous qui investit en forêt? La performance d'un fonds, il faut savoir que déjà pour valoriser une forêt, c'est à peu près... alors, c'est des grandes masses. Que les auditeurs ne tapent pas sur Internet exactement, c'est pas au pourcentage près, mais entre 20 à 30%, c'est la valeur du foncier. D'accord. Ça, c'est la valeur du foncier. Et 70 à 80%, ça dépend de la maturité des essences au sein de la forêt, mais 70 à 80%, c'est le stock de bois sur pied. Donc plus j'ai un volume dans ma forêt important, un cubage à l'hectare important, avec des arbres de qualité, etc., plus potentiellement, ma forêt va valoir cher. Mais en effet, les prix des forêts ont quand même tendance sur ces dernières années à augmenter. On le voit d'ailleurs sur la performance de nos fonds. Nous, notre objectif de performance, il est de 2,5% net de frais de gestion, net de frais de souscription par an. Et à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on fait mieux parce que c'est tiré par par un contexte assez porteur. Mais on vendra jamais je vais pas dire ça, il faut jamais dire jamais, mais voilà, c'est pas pour ça qu'on va vendre du 6%, du 10%, etc. Donc on vend toujours on explique toujours que c'est une classe d'actifs sur le long terme, faut pas l'oublier, donc c'est intéressant d'en avoir dans son portefeuille. Mais voilà, dans toute notre brochure, etc., c'est du 2,5 par an. Actuellement, c'est vrai qu'on fait bien mieux que ça, mais... C'est un investissement bon père de famille, diraient certains. Ouais, si vous aimez bien ce terme,
Ouais, ou C'est pas, quoi mais... Un investissement beau père de famille, c'est quoi? C'est un investissement qui ne fait pas de performance. Ouais, pas de risque, pas de risque. perte. Il y en a des risques, il y a des risques et il y a de la perte parce que si on prend le GFI Patrimoine, qui est notre gros fonds, qui fait aujourd'hui 370 millions de capitalisation, il a revalorisé son prix de part en 2022 de 6% avec 1% de distribution, donc ça fait quand même du 7%. Et l'année dernière, en 2023, il a revalorisé de 4,25 avec 0,33 de distribution. Donc voilà, 4,5 de perf. Ah oui, et voilà, on est loin quand même du 2,5 annoncé. Actuellement, oui. Actuellement, oui. Donc on fait quand même un petit peu de performance. Et c'est pas ce qu'on vend, mais c'est toujours une bonne nouvelle au client quand on lui a dit que ça ferait 2,5 et que 2 années de suite, il fait bien mieux que ça. C'est des bonnes nouvelles. C'est lié à quoi? Des sessions particulières de forêt, des réarbitrages? Non, aujourd'hui on n'a pas cédé de forêt. C'est lié à notre connaissance du marché, donc on acquiert dans de bonnes conditions. On fait pas d'effet de levier. Chez France Vallée pas de crédit, à ce jour. Oui, pas de crédit. Aujourd'hui, on n'a pas fait de crédit, alors potentiellement on s'interdira pas de Aujourd'hui, enfin, c'est pas notre politique, donc pas d'effet de levier chez France Vallée. On achète cash dans de bonnes conditions. Et puis, c'est lié au fait que le marché soit porteur. Par exemple, si je prends un exemple d'investissement ou deux exemples d'investissement, si je prends un exemple d'investissement, déjà, on a acheté en fin 2020 la forêt de la Saucelle, qui était la succession de la famille Vuitton. Okay. Voilà, donc on a acheté la forêt de la Saucelle dans le Perche, qui faisait un peu plus de 550 hectares. Enfin, environ 550 hectares. D'un seul bloc. Donc déjà, c'est assez rare. Il y avait beaucoup de chênes, c'était vraiment de la très belle qualité, avec une belle hauteur, etc. de chênes. Et il y avait à peu près, tout à l'heure je parlais de cubage à l'hectare, il y avait à peu près 150 mètres cubes de chêne à l'hectare, avec beaucoup de jeunesse en plus. Donc c'était intéressant. Et nous, lors de l'expertise en 2020, donc appel d'offres, c'était un dossier qui était très disputé. On était en principe en appel d'offres, c'est le dossier le plus élevé qui remporte. On n'était pas le dossier le plus élevé, on était le deuxième, mais on donnait le plus de garanties par rapport à qu'on respectait, on était collé au plus proche du cahier des charges. Donc finalement, c'est nous qui avions remporté le dossier. C'est une forêt, je parle d'une forêt à plus de 10 millions d'euros. Donc c'est à plus de environ 25 000 euros de l'hectare. Donc en effet, c'est sur des très belles forêts. On avait estimé, la forêt avait été expertisée à 150 euros le mètre cube, expertise, sur donc une valeur propriété à 25 000 euros de l'hectare. En 2021, 2022, 2023, on a fait plusieurs coupes d'amélioration. Et donc en plus, quand on fait des coupes d'amélioration, c'est pour laisser les plus beaux chênes grossir. Sur ces coupes d'amélioration, donc qui sont censées ne pas être les plus beaux chênes, on a vendu en moyenne, suivant les années, à 200, 250 et 300 euros le mètre cube, alors qu'on les avait estimés à 150 euros le mètre cube. Donc ça a été un bel exemple. Et aujourd'hui, quand on a fait l'expertise à fin 2023, la forêt a été estimée à 35 000 euros l'hectare. Donc un gain de 40% sur cette propriété. Donc ça, c'est en 3 ans. Donc ça, c'est un vrai exemple de bel investissement, parce que le marché a été porteur. Alors attention, quand on fait une estimation d'une forêt, on se base sur le volume, etc. Aussi sur le volume de stock, le stock de bois sur pied, et sur ce qu'on va en tirer si on fait pas de coupe rase, mais si on coupe tout. On prend pas sur un prix spot, on fait une moyenne sur 3 ans, parce que pour pas que ça soit trop volatile, quoi. Mais voilà, donc ça c'est un bel exemple. Et de temps en temps, on achète aussi des forêts qui peuvent être malades. Si les auditeurs qui écoutent connaissent un peu le sujet, par exemple des scolites sur les épicéas, c'est des insectes qui viennent ronger les épicéas. Ça c'est à peu près la crise. Depuis fin 2022 est un peu passé, mais on avait acheté justement une forêt exprès, et donc en immobilier on pourrait appeler ça du value add si tu veux. On avait acheté une forêt exprès qui était rongée par les scolites, et là on n'a pas le choix, il faut couper. Donc on avait estimé pareil à un peu plus de, je crois que c'était 10 ou 13 euros le mètre cube au moment de la vente. Et finalement, on a réussi à prélever petit à petit les épicéas qui étaient encore en bonne... Encore sains, exactement. Et on les a vendus Alors, on les avait estimés à 16 euros le mètre cube, et on les a vendus à un petit peu plus de 30 euros le mètre cube. Et derrière, on a replanté avec des essences variées, en fait.
des essences variées pour ne pas reconnaître cet épisode de scolite. Donc de temps en temps, de temps en temps, on peut avoir des opportunités qui sont intéressantes. Alors sur celle-là, on l'avait entre guillemets ciblée. Sur la forêt de la Saucelle, c'est plus une conjoncture de marché qui fait qu'aujourd'hui, les prix ont augmenté après le Covid. Ok, ouais, c'est intéressant ces histoires-là. Ça permet effectivement à nos auditeurs de mieux comprendre. Voilà, pourquoi aussi c'est extrêmement important de faire appel à des professionnels d'une société de gestion spécialisée dont c'est le métier pour être accompagné sur cette classe d'actifs. Bon, effectivement, tu le disais tout à l'heure, soit on peut le faire nous-mêmes parce qu'on a la surface, parce qu'on a le réseau, etc. Okay. Mais aussi, voilà, dans une stratégie patrimoniale globale, travailler avec des spécialistes dont c'est le métier est quand même extrêmement important pour pouvoir saisir. Oui, parce que le particulier qui va vouloir acheter sa forêt, généralement les forêts qui reviennent finalement à son oreille, hein, si je peux dire, c'est les forêts qu'on n'a pas voulu, entre guillemets. Que vous avez laissé. C'est un peu ça. Alors, il y a des particuliers qui ont le réseau, etc., donc qui travaillent déjà avec des gestionnaires forestiers qui sont déjà dans le monde, donc qui peuvent avoir accès à des belles forêts. Mais si je suis un novice de l'investissement forestier, c'est extrêmement compliqué d'avoir accès sur le marché français à de belles forêts parce qu'aujourd'hui, on sera au courant très certainement avant eux. Donc, si la forêt nous a intéressés, potentiellement, on a déjà fait une offre. C'est pas un marché où on allume la radio et on connaît le cours en direct. Non, ça fonctionne pas comme ça. On peut en trouver dans le journal et sur le Bon Coin, mais je vous garantis pas de la qualité de la forêt. Très cool. Merci Paul pour toutes ces précisions. Tout à l'heure, on s'était dit qu'on parlerait un petit peu des risques. Du coup, alors il y a plusieurs sujets. Il y a des sujets de liquidité. Des véhicules d'investissement, il y a des sujets de revalorisation rapidement, puis il y a des sujets derrière de qu'est-ce qui se passe entre guillemets si l'actif disparaît. Alors tu le disais un petit peu, réchauffement climatique, etc. Mais question simple, aujourd'hui c'est quoi les risques pour ce type d'investissement dans la forêt? Aujourd'hui l'avantage c'est que les risques ils sont connus de tous, hein. Même tes clients vont les connaître, c'est la tempête. Okay. C'est le risque incendie et c'est le risque phytosanitaire lié qu'on peut corréler au réchauffement climatique. Tout simplement sur les forêts françaises, le risque tempête et incendie, les risques tempête et incendie sont couverts par des polices d'assurance. D'accord. Alors, on ne couvre pas 100% de la valorisation de la forêt. On couvre en moyenne 30% de la valorisation de la forêt. Déjà tout à l'heure, je t'ai dit qu'à peu près déjà 20%, la valorisation, c'était le foncier. Donc, s'il y a un incendie ou une tempête dans la forêt, il reste quand même quelque chose. Il reste quand même le foncier, donc on ne va pas forcément on ne replante pas forcément tout de suite. Mais la valeur du foncier est toujours existante. C'est sûr. Et donc, déjà, il y a 20% en moins. Et du coup, ce qu'on va couvrir, on va couvrir en fonction des essences, des zones géographiques et de la maturité aussi des essences. Par exemple, si je prends le cas d'un incendie, s'il y a un incendie dans une forêt, parfois on pense qu'un incendie, derrière, je vous rassure pour ceux qui nous écoutent, quand il y a un incendie, c'est pas un tas de cendres derrière. Si on a un incendie sur une forêt de chênes, avec des chênes de 50-60 cm de diamètre, s'il y a un incendie, ce qui va brûler, c'est l'écorce. Le chêne, il va peut-être probablement même se régénérer, ou en tout cas il sera encore exploitable parce que l'écorce est tellement épaisse que finalement le cœur de l'arbre ne sera pas impacté, donc on pourra toujours le vendre, etc. Donc on n'aura pas perdu toute la valeur du chêne. Donc ça c'est important. Donc s'il y a un incendie sur une forêt de chêne, on ne va pas couvrir 100% de sa valorisation. Parce que le risque, on ne perd pas 100% de sa valeur suite à un incendie. Par contre, si on a une forêt avec des jeunes peuplements, suite à un reboisement, etc., là, on va peut-être couvrir à hauteur de 80-90%, parce que là, on achète cette forêt avec des valeurs d'avenir, parce qu'à l'heure actuelle, si c'est que des jeunes peuplements de 3 à 5 ans qui sortent de la pépinière, à l'heure actuelle, ça ne vaut pas grand-chose, mais on les achète avec une valeur d'avenir. Donc, s'il y a un incendie, là, par contre, l'incendie, si c'est des petites tiges, tout brûle. Et là, il ne faut plus propenter. Donc, en effet, sur des jeunes peuplements, on va plutôt couvrir à hauteur de 80-90% de la valorisation. Sur des chênes, sur des très belles qualités de chênes, on va très peu couvrir. Voilà, c'est juste logique. Et pareil sur la tempête. Là, on va plutôt couvrir
par exemple des essences comme, pas des essences, mais par exemple le résineux, on va plutôt couvrir du résineux plus fortement que du feuillu. Voilà, pour plus fragile. Exactement, si le feuillu tombe, le chêne, il va pas perdre ses qualités, alors que le résineux a tendance un petit peu à exploser, et du coup, ça va perdre ses qualités intrinsèques pour le bois construction, donc on va peut-être en faire des choses un peu de moins bonne qualité, donc ça vaudra moins cher. Donc voilà, donc en fait, on assure les forêts en fonction des zones géographiques. Donc tout à l'heure, on n'est pas investi sur le pourtour méditerranéen, mais voilà, donc si on avait des forêts sur le pourtour méditerranéen, ça serait très, très probablement très bien assuré sur des voilà. Peut-être même avec une prime un peu plus chère. Hein, exactement. Donc sur ça voilà. C'est le fonctionnement de l'assurance. Et puis après, c'est aussi la gestion, par exemple sur le risque phytosanitaire. Là, il n'y a pas d'assurance en France. Là, on va essayer d'avoir des forêts. On va éviter les forêts de monoessence. Parce que si on a une forêt de monoessence d'épicéa, s'il y a des scolites à l'intérieur, il s'attaque à tous les arbres. Alors que si on a une forêt bien diversifiée, les épicéas ne s'attaquent pas aux autres arbres, donc ça va être plus compliqué. Ça ralentit exactement, un petit peu. Ça ralentit. Donc voilà, sur les risques phytosanitaires, on va faire ça. C'est la bonne diversification des essences au sein même de la forêt, et puis d'avoir un grand nombre de forêts en France. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on gère ces risques, mais bien évidemment, et comme toute classe d'actifs, ça il faut le rappeler à chaque fois, comme toute classe d'actifs, il y a évidemment des risques. On essaye de les gérer au mieux, mais les risques sont présents. Et en termes de liquidité, je l'ai noté parce que c'est un sujet qui est extrêmement important. En termes de liquidité, il faut savoir que sur l'ensemble de nos fonds, on a plusieurs mécanismes de liquidité. C'est-à-dire que sur l'ensemble de nos fonds, on fonctionne à capital variable. Donc chaque demande de retrait va être compensée. C'est ça, comme une SCPI. En fait. Exactement. Par quelqu'un qui souhaite rentrer, qui souhaite souscrire. Aujourd'hui, notre taux de rotation est à peu près à 1%, c'est-à-dire que on a 210 millions de collectes et 2 millions de retraits. Donc ce mécanisme aujourd'hui nous suffit. Néanmoins, on laisse aussi à l'intérieur de nos fonds 10% de liquidité, ça c'est écrit dans nos statuts, parce que si demain j'ai un porteur de part qui a 5 millions d'euros à retirer, j'ai peut-être pas tout de suite la rentrée d'argent qui viendra compenser, donc on peut utiliser notre liquidité. Sur notre fonds qui fait 370 millions de capitalisation, GFI Patrimoine, il y a 37 millions de liquidité, donc on a de quoi voir assurer quelques mais après, si j'ai plus de collecte, que de la décollecte, et que j'ai utilisé toute ma liquidité, troisième facteur de liquidité, c'est la cession d'actifs. Et là, ça peut être beaucoup plus long. Mais voilà, aujourd'hui, le seul mécanisme du capital variable nous suffit. Faut rester humble et prudent. On ne sait pas ce qui peut se passer dans les années à venir. Hein. C'est comme toutes les classes d'actifs. Donc aujourd'hui, c'est organisé comme ça. Mais je peux pas vous dire, peux pas dire à tes auditeurs qu'on assure et qu'on garantit la liquidité, ce qui serait faux. C'est normal. Ça reste quand même un investissement à part entière et il faut tenir compte de ces risques de liquidité. Et dernière chose, je pensais à ça là, en parlant sur le réchauffement climatique quand même, parce que c'est un sujet. Quand on va acheter des essences dans certaines zones géographiques, on va regarder si elles sont adaptées aux conditions climatiques qu'on connaît aujourd'hui, mais peut-être que dans 10, 20, 30 ans, on aura le climat qu'on a 200, 300, 400 km plus au sud. Tu vois donc ce que font on ne parle pas de réchauffement climatique depuis 2 ans, hein, donc ce que font les forestiers depuis déjà quelques décennies, de temps en temps, alors pas tout le temps, mais de temps en temps, on peut avoir recours à ce qu'on appelle de la migration assistée. Quand on va faire, par exemple, un prélèvement sur un chêne pédonculé qui est assez gourmand en eau, c'est un chêne qu'on retrouve un petit peu partout en France, on va aller implanter d'autres essences de chêne qui sont par exemple plus endémiques du sud de la France, etc., et qui sont moins gourmands en eau. Donc on va aller faire un bond de peut-être 200, 300, 400, 500 km pour que les futurs arbres bénéficient du patrimoine génétique de l'essence qui était présente et de l'essence endémique du sud de la France qui est moins gourmande en eau. Donc c'est ce que font les forestiers pour accompagner aussi les forêts à s'adapter à ce réchauffement climatique. Un petit peu. Et ça, c'est un peu empirique, hein, parce qu'on ne sait pas ce qui se passera dans 30 ans. Très clair. Ça, on le voit un peu, parce qu'on a quelques clients viticulteurs qui commencent effectivement aussi à réfléchir avec des cépages un peu différents dans le vin, parce que très clairement, donc c'est intéressant de savoir que sur la forêt, on a aussi cette dynamique-là derrière. Tout à fait.
Ok, bon, très cool sur ces mécanismes de liquidité. Alors, juste une question comme ça, qu'est-ce qui fait, entre guillemets, qu'on vendrait, entre guillemets, parce que ça reste un investissement de long terme, si c'est bâti, entre guillemets, dans le terme en une bonne construction patrimoniale, les retraits que vous pouvez avoir, c'est quoi les situations de... La plupart du temps, c'est des successions. D'accord. Il faut savoir que tout à l'heure, je parlais des avantages fiscaux aussi qui étaient liés à la forêt. Donc là, j'en viens parce que tu me tends la perche par rapport à ça. C'est les successions parce qu'on a des clients qui investissent sur le long terme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur cet investissement forestier, il y a ce qu'on appelle la loi Monichon. Et la loi Monichon, c'est un abattement de 75% sur les DMTG, les droits de mutation à titre gratuit, donc sur les droits de transmission, succession ou donation, sur la quote-part forestière, investie dans le fonds. Qui est chez vous Qui est aujourd'hui aux alentours. Alors, comme je te disais, on laisse 10% de liquidité, mais on ne peut pas être à 90% à chaque fois investi, parce que dès que tu as de la collecte, tu ne vas pas investir le lendemain en forêt, il faut les trouver. On se situe généralement aux alentours des 80%. D'accord. Là, on est aux alentours des 80%, ce qui est plutôt très bien. Mais donc, du coup, comme cet abattement de 75%, il n'y a pas finalement de délai de détention, de limite d'âge, de limite de montant. Parfois, on peut avoir des clients plutôt âgés. Alors, excusez-nous pour ceux qui nous écoutent et qui auraient 75, 80 ans, etc. Mais des particuliers de 80 ans, 85, 90 ans peuvent très bien souscrire des parts de GFI, parce que si le client de plus de 70 ans, déjà de plus de 70 ans, n'a pas pensé à sa transmission. Il y a quand même un peu moins d'avantages fiscaux. Il y a un petit peu moins d'avantages fiscaux qu'on connaît sur les assurances vie, même si on souhaite faire des donations en démembrés, la répartition, c'est pas la même. Les frais de répartition, c'est pas les mêmes. Donc on a des investissements aussi sur des personnes âgées qui se disent j'investis déjà parce qu'ils veulent prendre un petit peu moins de risques, arbitrer leur patrimoine, etc. Arbitrer leur patrimoine. En plus, c'est hors IFI, donc on a parfois aussi des clients qui finalement vendent leur immobilier pour sortir de l'IFI, etc. Et puis qui investissent sur des parts de GFI. Et comme ça, finalement, leurs héritiers bénéficieront de parts. Ça évite de transmettre parfois de l'immobilier où on sera en indivision. Si ce n'est pas organisé, on peut se retrouver en indivision sur un bien. Alors que là, on reçoit des parts comme sur de la SCPI. Et chacun, au moment de la succession, on fait ce qu'il veut, on les conserve ou on les vend. Donc, ok. Tu peux avoir des héritiers qui disent non. Donc finalement, ceux qui sortent, c'est assez souvent lors de transmission. Il n'y a pas de remise en cause du coup des 75%. C'est une loi qui date si je te dis pas de bêtises, la date exacte je la connais pas, mais des années 1930. Donc c'est une loi qui est assez ancienne. Donc sur ça, il n'y a pas d'engagement de conservation comme ça pourrait être le cas avec du trail ou un truc comme ça. Non, tu as raison, parce que par exemple sur un GFV, il y a 2 ans de délai de détention pour celui qui souscrit et 5 ans pour celui qui reçoit les parts. Donc l'héritier doit encore conserver les parts 5 ans, ce qui n'est pas le cas sur le GFI. Donc en effet, c'est quand même assez attractif. Et sans limite de montant, parce que pareil, sur un GFV, il va y avoir 75% d'abattement sur les 300 premiers 1000 euros, et après c'est 50%. D'accord. Alors là, si j'ai un client qui investit 5 millions, il bénéficie des 75% sur la quote-part forestière. Exactement. On va se passer le calcul. Voilà. Tout de suite. Ok, et du coup, très clairement, de ce que tu me dis là, c'est plutôt des profils de clients assez fortunés, du coup, parce que tu me parles d'IFI, tu me parles d'abattement sur les droits de succession, mais si on a déjà pas fait ou s'il y a d'autres choses à faire, mais c'est quoi le profil type du coup? Alors, les profils types, je vais t'étonner quand je vais te dire ça, mais ça va peut-être de 30 ans à 100 ans. D'accord, parce que oui, on a la partie transmission, et pour transmettre, c'est logique, il faut déjà avoir de l'argent. Un client qui a entre guillemets ses abattements civils de l'ordre des 100 000 euros et qui a fait ce qu'il fallait sur ses assurances vie, etc. Derrière, il n'a peut-être pas besoin de faire un investissement en GFI. Je parle là que pour la transmission, mais il y a d'autres vertus d'investir sur un fonds forestier qui, comme on l'a dit, la décorrélation, etc., les investissements, la diversification, etc. Mais si on cherche la transmission, en effet, il faut avoir quand même un patrimoine de taille un petit peu importante pour aller... c'est sûr que 75% d'abattement sur 200 000 euros, 300 000 euros, 1 million, 2 millions va être plus important que sur 10 000 euros. Par contre, on a des clients aussi plus jeunes,
parce qu'on a des fonds aussi qui permettent d'avoir ce qu'on appelle la loi IR-PME, donc en réduction d'impôt, c'est 18% de réduction d'impôt sur le montant investi. J'ai investi 10 000 €, j'ai 1 800 € de réduction d'impôt. Voilà, tout simplement. Donc là, pour le coup, ça peut être tout type de client qui se dit moi je veux faire un investissement en réduction d'impôt, pas très, entre guillemets, pas très volatile. Et voilà, donc là on peut avoir des clients plus jeunes. Ok. Justement, ça nous amène un petit peu à voir l'ensemble des fonds que vous avez. Donc, en fait, c'est un panel super large parce que là, tu me parles de réduction d'impôt IR-PME, comme on a pu avoir pendant un certain temps les FIP qui avaient ces mêmes... Ou même ce qui existe encore, les FCPI. FCPI, ça existe encore. Mais si on compare, parce que fondamentalement, ça reste un investissement innovation, un peu risqué, PME, on sait que, historiquement... Les valeurs liquidatives ne sont pas non plus monstrueuses. Et si on revient à l'équilibre, avantage fiscal compris, c'est déjà pas si mal si on gappe un peu. Mais là, tu es en train de me dire qu'au final, pour défiscaliser sur cette même niche, entre guillemets, j'ai un investissement à long terme, assez peu volatile, qui se revalorise plutôt pas mal, avec un bel avantage fiscal à l'entrée. Oui, tout à fait. Après, il faut faire attention à plusieurs choses. C'est que la loi IR-PME, la contrepartie de l'avantage fiscal, c'est que je collecte 15 millions d'euros. Après le fonds clôture, on ouvre d'autres millésimes. Mais je collecte 15 millions d'euros. Sur ces 15 millions d'euros, après, je vais les déployer pendant 2 ans. Donc déjà, il ne faut pas s'attendre à de la performance sur un fonds sur les 2-3 premières années. Entre guillemets, parce que on ne rentre pas sur un fonds qui est déjà investi. On rentre sur une PME, une PME à vocation sylvicole. Donc du coup, on investit, on se donne 2 ans pour déployer les capitaux, et avec 15 millions d'euros, alors on ne va pas les mettre une forêt de 10 millions dedans et détenir qu'une forêt, mais on va acheter entre 5 et 10 forêts en moyenne à l'intérieur du fonds. Donc les performances aujourd'hui sur nos millésimes peuvent être variables. Alors pour l'instant c'est sur 3 à 4 ans de recul. Donc nous, ce qu'on dit toujours à nos partenaires, c'est que sur 4 ans c'est un horizon de placement trop court pour estimer de la performance. Mais sur un fonds qui est non investi, j'entends. Mais les performances là sur les millésimes vont se situer... Là, les valeurs vont sortir, mais vont se situer entre plus 0,5 et plus 10 environ, en fonction des fonds. Mais il suffit d'avoir fait une très bonne acquisition sur un des fonds. Comme il y a peu de forêts, tout de suite, ça fait une grosse performance. Mais voilà, moins volatile en effet que d'autres types d'investissements, où en effet, on peut gagner beaucoup plus, mais aussi potentiellement perdre beaucoup plus. Ok. Donc, IR-PME, IFI, tout à l'heure. Tous nos investissements hors ici. C'est pas un avantage fiscal, mais ça vient pas alourdir l'assiette, donc ça l'est quand même. C'est pas mal. 75% d'abattement, et après on a un fonds en Europe qui permet, alors ça c'est plutôt pour les chefs d'entreprise qui cèdent leur entreprise à leur holding, et donc du coup on a un fonds qui est éligible à l'article 150.0 BTR. Voilà, dans le cadre du report de produit de cession, qui permet d'avoir un report d'imposition. Donc là c'est un petit peu technique. Mais voilà, donc on peut avoir aussi bien des entreprises, donc des clients pro, comme des clients prix de 30 à 100 ans, entre guillemets. Donc normalement, tout le monde peut se retrouver concerné. Tout le monde a une bonne raison d'avoir un peu de forêt dans son patrimoine. Exactement. Exactement. Alors on ne va pas investir 80% de son patrimoine dans la forêt, mais d'en détenir 5-10%. Ça peut être intéressant. Ouais, tout à fait. Ça fait partie d'un actif de diversification. Exactement. Dans la construction de son patrimoine. Si on reprend une certaine pyramide, avec différentes étapes, différentes échelles. Il faut que ça corresponde aux objectifs. Et après, ça c'est nous on est une société de gestion. Ça c'est notre votre job. boulot. Mais exactement, suivant les objectifs des clients. Une stratégie globale. Exactement. Merci Paul. Est-ce que tu veux nous dire autre chose un petit peu sur cette classe d'actifs ? Sur la classe d'actifs, je pense qu'on a fait le tour. Je réfléchis assez rapidement, mais on a parlé... Si, il y a quand même quelque chose important à parler pour les clients que ça intéresse, c'est notre engagement sur nos investissements, et derrière sur tout ce qu'on met en place chez France Vallée pour suivre ces investissements et gérer les forêts. Oui, ça peut être une question, ça. Comment on gère les forêts, c'est quand même une question essentielle. Et en fait, on a mis en place un cahier des charges, une charte de gestion durable de nos forêts. Parce que derrière, on veut aller quand même jusqu'au bout de la chose. Si c'est pour acheter une forêt
et faire n'importe quoi dedans, pas favoriser la biodiversité, etc., ça nous intéresse pas. Donc on a mis en place une charte de gestion durable qu'on fait signer à nos gestionnaires forestiers, et donc du coup qui permet finalement de mettre tout un tas de critères en place donc pour favoriser la biodiversité. Donc on va laisser par exemple au moins 2 arbres morts à l'hectare, on va laisser environ 5% d'îlots de sénescence ou de vieillissement, c'est-à-dire qu'on va laisser les arbres dépérir parce qu'on se rend compte, il y a eu des études, la biodiversité est beaucoup plus présente dans les arbres qui sont en cours de dépérissement. Alors, généralement, quand un forestier voit des arbres qui sont en train de dépérir, on a plutôt tendance à le couper pour éviter de perdre la valeur au moment de la revente. Donc là, c'est un petit sacrifice qu'on fait sur des petites parcelles, etc., sur des petites surfaces, justement pour héberger cette biodiversité. Donc ça, c'est des choses hyper intéressantes sur la biodiversité. Donc on favorise la biodiversité, on va favoriser aussi, on fait attention à tout ce qui est le tassement des sols en forêt, parce qu'aujourd'hui les engins sont de plus en plus gros et lourds, donc on crée des cloisonnements pour que les machines passent toujours sur les mêmes chemins, éviter de tasser les sols, parce que ça perdrait aussi, ça serait moins bon pour les arbres. On évite aussi, on a un mode de gestion qui est une gestion au maximum quand peut y avoir cours, une gestion irrégulière à couvert continu, c'est-à-dire qu'on essaye toujours dans nos forêts d'avoir des petits bois, des bois moyens, des gros bois, pour avoir toujours un couvert continu justement dans la forêt et éviter les coupes rases, c'est-à-dire que je plante et je reviens 65 ans plus tard, tout est au même, c'est une fuite régulière, on rase parce que de temps en temps c'est nécessaire de le faire et c'est utile parfois quand il y a des risques phytosanitaires, on est contraint de le faire, mais sinon on limite à 2 hectares, pareil, c'est coupe rase et on s'engage toujours à replanter avec des essences pas en mono-essence justement, avec différentes essences. Donc on évite les coupes rases tout simplement parce que quand on va avoir un couvert continu, ça va permettre les coupes rases finalement, ça va faire des trouées dans le couvert, ça va favoriser l'érosion des sols, donc perte de la biodiversité, et puis les trouées dans le couvert vont favoriser aussi le réchauffement climatique. Donc nous, notre mode de gestion est plutôt une gestion irrégulière, ce qu'on appelle à couvert continu. Voilà un petit peu le mode de gestion. Je pense que c'est important d'en parler, justement, on n'en a pas parlé, mais de se dire, d'accord, vous achetez des forêts, qu'est-ce que vous en faites derrière. Donc ça, on a sorti une charte, je ne vais pas la détailler pendant des heures, mais ceux que ça intéresse... C'est propre à France Vallée. C'est propre à France Vallée. Ceux que ça intéresse, ils peuvent aller voir sur notre site, la charte est présente, on est extrêmement transparent sur ce qu'on fait, sur notre mode de gestion, le mode de gestion des forêts, tout simplement. Écoute, très clair. D'ailleurs, ça me fait poser une question. Imagine, nos clients, nos auditeurs, ils investissent dans un fonds chez toi. Quelle visibilité ils ont et comment ils peuvent suivre? Parce que quand on investit dans une SCPI, il y a un bulletin trimestriel d'information, on est au courant, on allume les infos, en tout cas la presse un peu économique, etc. On a quelques notions, on regarde Internet, on trouve facilement. On investit chez France Vallée et quid? Qu'est-ce qui se passe? Et puis qu'est-ce qui se passe dans l'information du client? Comment il peut avoir une idée de la valorisation de ses actifs et aussi je dirais la valeur liquidative, on la trouve où? Alors, tous les semestres, on sort ce qu'on appelle un bulletin semestriel. Bon, jusque-là, ça va. Ça porte son nom, où justement, on reprend cette valorisation, ces valeurs liquidatives, le taux d'investissement en forêt, la liquidité, les différents investissements. On fait un point marché, voilà, c'est assez complet. Donc, si j'investis dans un GFI, chez toi, je sais... Déjà, j'ai mon extranet client. J'ai mon extranet client, et sur cet extranet client, je vais pouvoir avoir accès au bulletin semestriel où je vais voir tous les 6 mois ce qui se passe. Je vais avoir aussi des flash infos qui sont trimestriels ou semestriels. Donc là, on va sortir on va sortir dans le prochain jour celui sur le premier trimestre où on dit ce qu'on a fait un peu sur le premier trimestre, deuxième trimestre, etc. à l'intérieur de nos forêts, si on a fait des acquisitions, etc. pour le tenir au courant. Et puis après, il a la carte sur son extranet partenaire, il a la carte de nos investissements, donc il peut regarder quelle forêt on a acheté. Et il a aussi toutes les forêts qu'on a achetées, il peut regarder un petit descriptif sur chaque forêt à l'intérieur du fonds dans lequel il investit. Donc sur ça, il y a une transparence qui est
qui est totale. Et puis s'ils trouvent pas les informations, ils viennent te voir. Ça te Et nous, permet on de pourra faire lui... un rendez-vous, Exactement. ton rendez-vous annuel, etc. Et on pourra savoir. Et comme tu es un expert du marché forestier maintenant, c'est là où je te passe un coup de c'est fil, là en que tu fait. m'appelles. Ok, merci Paul. Merci pour ce petit point. On a déjà fait quand même un bon tour hein, sur toutes ces questions-là. Si tu devais donner des conseils, après j'aurais peut-être une ou deux questions perso pour toi, mais si tu devais donner des conseils à celui qui veut faire son premier investissement dans la forêt, bon, abstraction faite, allez, de toute stratégie patrimoniale, même si quand même, bon, il faut que ce soit un petit peu corrélé, mais ça serait quoi les premiers réflexes à avoir, à adopter? C'était ma réponse, justement, déjà d'aller voir son conseiller. Bon, ok. Non, mais parce que c'est hyper, Bien c'est sûr. hyper important que ça corresponde à ses besoins, à ses objectifs, etc. Et que ça soit un investissement proportionné par rapport à son patrimoine. Et après, c'est d'investir, de regarder finalement dans quel GFI il va investir, la qualité de la société de gestion, de ce qu'on fait depuis quelques années, etc. Ce qui donne confiance finalement en son investissement et d'investir dans un groupement parce que ça permettra à partir de quelques milliers d'euros, alors sur du GFI patrimoine, d'avoir accès à plus de 100 forêts. Donc avec quelques milliers d'euros, on ne peut pas acheter quelques centaines de forêts. Ou alors sur un fonds de réduction d'impôt, avoir accès à une petite dizaine de forêts. Donc en termes de diversification, même si on a un gros patrimoine, c'est quand même intéressant d'aller sur des GFI. Tout simplement parce que en termes de liquidité, si demain je souhaite sortir, c'est quand même potentiellement, on prend des pincettes mais plus simple. Et puis en termes de diversification, j'aurai des forêts un petit peu partout en France ou en Europe, donc c'est quand même plus intéressant. J'ai pas acheté une forêt à un endroit s'il y a une tempête, un incendie ou ça perd sa valeur. Exactement ce qu'on s'est donc dit, voilà, la diversification, c'est le maître mot finalement, je pense, de la gestion de patrimoine. Donc ouais, c'est caler un petit peu par rapport à sa stratégie patrimoniale. Exactement. Pourquoi l'objectif, la proportion, l'intérêt fiscal qu'on peut avoir derrière, etc. Et puis après, essayer de faire quelque chose de très diversifié, mutualisé, en limitant au maximum les risques. C'est vrai que passer par des sociétés de gestion, pour ça, c'est quand même très bien. Ok, cool. Si, une question, parce que c'est, je sais pas, tu as parlé pas mal un peu de durabilité tout à l'heure. Vos investissements, ils sont labellisés ESG, ISR, ça se passe comment ? Nous, c'est un label Greenfin. D'accord. Nous, c'est le label Greenfin, c'est un label d'État, donc on est audité tous les ans par Novetix sur délégation du ministère de la Transition écologique et solidaire. Voilà, donc c'est un label qui a une certaine charte et du coup on est labellisé tout à fait compatible avec l'investissement. Exactement, et on est article 9 SFDR pour ceux qui connaîtraient le terme, mais voilà. Donc au top du top pour faire ça. Oui, la classe d'actifs en tout cas facilite le rendement évidemment. Ok, merci pour ces précisions. Allez, deux dernières questions un peu plus personnelles. Une qui reste dans l'environnement, on va dire, de ton métier. Je ne vais pas devoir trop me dévoiler. Non, pas encore. C'est pour la prochaine. C'est pour la prochaine. Comment toi tu vois l'avenir un petit peu de l'investissement forestier dans dans l'économie mondiale, dans les perspectives globales, voilà. Et là c'est un peu carte blanche, mais pour toi c'est quoi la suite ? La suite, c'est que de toute façon, et c'est pour ça que nous, on a des fortes croyances sur cette classe d'actifs, c'est que pour nous, c'est une classe d'actifs qui a de beaux jours devant elle, parce que c'est la continuité de l'histoire. On en a parlé là depuis, je ne sais pas depuis combien de temps on tourne ce podcast, peut-être depuis une petite heure. Ça fait mais sur le long terme, en tout cas, il y a un réel intérêt économique et écologique sur cette classe d'actifs. Donc voilà, il y a encore pas mal de défis. À relever, parce que par exemple, pour prendre un exemple, chez France Vallée, alors tout à l'heure j'ai dit 75% de bois d'œuvre, c'est plutôt 66%, j'ai un peu confondu les chiffres, mais sur ce bois d'œuvre, on fera un petit disclaimer. Il y a à peu près 89% qu'on vend à des scieurs à moins de 150 km de la forêt, donc on prélève le bois. Mais après, voilà, il n'y a pas une traçabilité qui est encore qui est complète. Je ne peux pas garantir que la première transformation va se faire chez le scieur et encore moins cette deuxième et troisième transformation. Donc de temps en temps, par exemple en France, comme c'est un marché, la forêt qui a été laissée un petit peu
Alain Bordeaux un certain nombre d'années, de temps en temps, on n'est pas assez équipé. Donc, il y a certaines transformations qui se font à plusieurs centaines de kilomètres, voire parfois plus loin. Donc, il y a encore, un peu de travail, il y a encore du travail sur finalement toute la filière. Donc voilà, les prochains défis, ça va être ça, d'être encore. C'est une classe d'actifs qui est vertueuse, quand on vient d'en parler, mais il y a encore plein de défis à relever, d'un point de vue de la traçabilité, etc. sur nos prélèvements. Ok, un avenir, un investissement avec pas mal d'avenir. Ouais, en fait, c'est ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet d'embaucher aussi des personnes et un travail, c'est non délocalisable. Parce que le gestionnaire forestier, on travaille avec des gestionnaires forestiers locaux qui connaissent leur terroir et gèrent du vivant. Donc ça, c'est super intéressant. Et quand on travaille avec les scieries qui sont proches des forêts, voilà, c'est que des jobs finalement non délocalisables. Et aujourd'hui, je pense que c'est super intéressant aussi. Ouais, c'est intéressant ce point-là, tout à fait. Ok, merci pour ton retour. Alors j'ai peur pour la dernière question. Maintenant, non, ça va. Tu nous as dit que tu habitais Bordeaux. Okay. Oui. Allez, c'est tes passions. Qu'est-ce que tu fais en dehors de ton activité chez France Valais? Alors, je vais pas te dire la tournée des bars à vin. Ah, bon, t'aurais pu. Hein. Non, moi, j'ai une passion, c'est le trail. Donc, je cours beaucoup. Comme je suis responsable commercial sur l'ouest de la France, je suis pas mal en déplacement. Donc, je jouais beaucoup au tennis à une époque, mais se transporter pour toute la semaine un sac de tennis, trouver des partenaires, etc., c'est compliqué. Yeah. Donc, pour moi, c'est plus facile. T'étais classé combien? J'étais classé 2-6. Ah oui, quand même. Et du coup, c'est plus facile pour moi d'aller mettre des chaussures dans mon sac et d'aller courir. Donc, je fais pas mal de courses à pied et de trail. Et donc, du coup, voilà, là, pour la petite histoire, je prépare le grand trail de la vallée d'Ossau. D'accord. Voilà, qui est une course de 72 km avec 4600 mètres de dénivelé. Donc ça va être un bon petit challenge. Voilà, je fais 2-3 courses par C'est quoi ton rythme de préparation pour un événement comme ça? Je cours, là en ce moment, je cours 6 fois par semaine. Okay. Enfin, tous les jours, sauf tous les jours. Le lundi, c'est ma journée de repos. J'essaye d'aller courir. C'est-à-dire que là, tu es en train de me dire que tu vas aller courir ou tu as déjà déjà couru ce matin. Ah d'accord. Je me réveille, je vais courir le matin, c'est plus facile. Je préfère. Le matin, au moins, tu te poses pas de questions. De temps en temps, tu as un peu la flemme, mais tu te réveilles, tu mets ton réveil et de toute façon, tu es debout pour aller éteindre le réveil. Donc, t'enfiles les baskets et tu vas courir. Donc, voilà. Et après, je me fais accompagner par quelqu'un qui me fait mon programme pour pas que je me prenne la tête sur les séances à faire et avoir trop y réfléchir. Mais voilà, donc ça me permet de faire des petites semaines et des petits week-ends dans les Pyrénées, dans le pays balte, etc. Et d'aller courir et faire de la randonnée en même temps. Attention, je le pratique à un niveau tout à fait modeste, donc je ne cours pas dans les côtes, etc. Je ne m'appelle pas Kylian Jornet. Donc du coup, voilà, je le fais à titre purement de loisir et pour me dépasser. Et c'est une activité que j'ai découvert il y a 3 ans avec un ami en me lançant un défi et finalement, j'ai adoré. Donc tu as continué. Voilà ce que j'aime bien faire très clair. Quand je suis en déplacement toute la semaine pour me changer les idées de la forêt. Et l'Ultra Trail du Mont Blanc, un jour? Progressivement, parce que je veux pas le faire. J'aimerais bien, alors l'Ultra Trail ou la Diagonale des Fous, à La Réunion, je sais pas. Là, déjà, je suis sur du 72 km et ça va être la première fois. L'année dernière, c'était 55-60 km. Donc, j'augmente petit à petit parce que je n'ai pas envie de me blesser. Mais oui, en fin d'année, en septembre, je fais une course à Nice qui permet de gagner ce qu'on appelle des stones pour qualificative. Et donc l'année prochaine, si je finis la course, j'aurai la possibilité de m'inscrire. Et oui, l'année prochaine, j'aimerais bien m'inscrire, mais pas sur le Tour du Mont Blanc complet, déjà pour commencer sur le 100 km. Et puis peut-être à horizon de 3 ans, le Tour du Mont Blanc, mais il faut que je sois préparé parce que c'est pour finir en rampant et en béquille, c'est pas la peine. Donc voilà, j'y vais progressivement et puis je peux pas non plus courir 200 km par semaine. Enfin, on a des boulots qui sont quand même assez prenants. Donc peut-être qu'à un moment, je serai aussi limité en termes d'entraînement parce que c'est pas en courant. Enfin voilà. Bon, déjà, si 1 heure tous les jours que ça va me faire. C'est déjà pas mal en temps. C'est clair. Bon, voilà. Ok, écoute,
Merci. Je te remercie. Merci Paul pour cet échange. Ça fait on a passé une bonne heure ensemble. C'était très cool. On a pu apprendre pas mal sur l'investissement en forêt, sur France Vallée, sur pourquoi c'est intéressant dans le cadre d'une construction de patrimoine. Moi, si je devais résumer en 5 points, en fait, j'aurais envie de dire que oui, l'investissement forestier, c'est quoi ? C'est des perspectives positives. Tu nous l'as dit. Avec une demande supérieure à l'offre. Exactement. Et puis des chiffres qui sont quand même intéressants. Ouais. Une très bonne diversification avec des bons fonds d'investissement et puis aussi dans la construction de votre patrimoine. Un rempart contre l'inflation, on l'a vu, c'était quand même un actif. Voilà, dans les dernières périodes qu'on a pu connaître, entre guillemets, c'est quand même intéressant. Un actif responsable avec une vraie dynamique et ça c'est cool. Et puis oui, alors quand même la petite cerise sur le gâteau, c'est notre métier. Voilà, on fait du conseil en gestion de patrimoine, on fait du conseil en organisation patrimoniale, du conseil fiscal et c'est bien sûr les optimisations fiscales qui sont alors au nombre de 4 l'IR, l'IFI, hors IFI, l'abattement qu'on peut avoir sur des MTG et puis après voilà sur de la cession d'entreprise du 150 OBTR. Donc voilà, c'est quand même un très très beau véhicule d'investissement complet pour toutes ces raisons-là. Et on était vraiment ravis de t'accueillir pour partager ce temps-là ensemble. Merci Philippe. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Si vous avez apprécié cette discussion autant que nous, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager ce podcast avec vos proches. Restez à l'écoute pour d'autres épisodes captivants sur la gestion de patrimoine. À bientôt!